Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je suis Jean-Paul Chapelle de France Télévisions et j'ai la chance et le plaisir d'animer cette conférence sur le thème « Qui se réalise encore dans le travail ?» Pour répondre à cette question, nous avons un plateau de grande qualité que je vais vous présenter tout de suite. Évidemment, je commence par Alexandra Roulet, qui est professeure à l'INSEAD et membre du Cercle des économistes qui a préparé cette session. Je lui pose directement la question, comme ça vous voyez dans quel état d'esprit elle est. Est-ce que le travail, si je vous dis travail, est-ce que vous vous réalisez encore dans le travail? Oui, non? Oui. Oui, bon, merci pour cette réponse. Ensuite, Jennifer Hunt, qui est professeure d'économie à l'université Rutgers aux États-Unis. Pareil, même question. Est-ce que vous vous réalisez encore dans le travail? Tout à fait. Oui, merci. Johan Lindholm, qui est président de la Confédération suédoise des syndicats. Il va vous répondre en anglais, mais il a la traduction simultanée. On va la tester au passage. Est-ce que vous vous réalisez dans le travail? Bien sûr, et je suis ravie d'être ici aussi. Compris? Thierry Derez, qui est président de Covea, les mutuelles MAF, MMA, GMF et Partneret. Thierry Derez, est-ce que vous vous réalisez dans le travail? Vous pouvez répéter la question? Mais non, mais bien sûr. Il démarre très fort. Cédric Dufour, président-directeur général de Rakuten France et Rakuten TV. Même question, est-ce que vous vous réalisez dans le travail? Plus que jamais. Plus que jamais. Et Loïc Soubéran, fondateur et président, directeur général de Swile. On verra tout à l'heure ce que c'est, mais c'est une petite entreprise qui deviendra grande, donc il est déjà. Est-ce que vous vous réalisez déjà dans le travail? Évidemment. Évidemment. Et puisque vous nous faites l'amitié d'être présent physiquement et d'avoir bravé la chaleur, à main levée, si je vous pose la question comme ça à vous qui êtes là, est-ce que vous vous réalisez encore dans le travail? Oui. Ouais, pas mal. Et si je vous demande ceux qui ne se réalisent pas ou pas suffisamment dans le travail, vous avez le droit de lever la main aussi. Ok, il y en a pas beaucoup. Bon, eh ben donc cette session, ah si quand même, j'en vois. Cette session va vous intéresser. Sans plus tarder, 5 minutes chacun pour avoir le temps de discuter ensemble et surtout avec vous. Je passe la parole à Alexandra Roulet. Merci Jean-Paul. Alors, pour ouvrir cette session, je voudrais rappeler les chiffres d'une enquête IFOP de 2022 qui montrait que, alors qu'en 1990, 60% des Français considéraient que le travail était très important dans leur vie, en 2022, c'est-à-dire 30 ans plus tard, cette proportion s'était effondrée à 21%, donc de 60 à 21%. Dans le même temps, la famille avait un peu reculé, mais restait vraiment très largement en tête. Elle est très importante pour 71% des Français. Et les loisirs progressaient, ils sont très importants pour 40% des Français. Alors ces chiffres ont un peu fait débat parce que notamment, si on prend d'autres chiffres, ceux des enquêtes européennes sur les valeurs, on voit apparaître une image qui peut être un tout petit peu différente. Dans cette enquête européenne, les Français sont toujours majoritaires, même aujourd'hui, à considérer le travail comme important dans leur vie. Et ils le considèrent même plutôt parmi les autres Européens, comme ils sont plutôt plus nombreux que dans d'autres pays à le considérer comme important. Mais même dans cette enquête européenne, ce qui est intéressant, c'est que, alors même que les Français déclarent le travail comme important, ils sont aussi le peuple qui déclare le plus qu'ils souhaiteraient que le travail occupe moins de place dans leur vie. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, c'est important, mais on voudrait que ça occupe moins de place. En fait, je pense que tout ça, tous ces chiffres de différentes enquêtes, etc., ne sont pas nécessairement si incohérents ou paradoxaux. Pour moi, ce que ça traduit, c'est qu'il y a quand même une baisse de la centralité du travail dans la vie des gens. Et en fait, ce n'est pas que les gens ne considèrent plus le travail du tout. D'ailleurs, dans l'enquête IFOP, les Français qui ne considéraient plus le travail comme très important, ce n'est pas qu'ils le considéraient comme pas du tout important, c'est qu'ils le considéraient comme assez important. Donc finalement, c'est assez cohérent avec cette idée que oui, le travail est important, mais il n'y a pas que ça. On accorde aussi de l'importance à d'autres dimensions, et dans les termes de cette session, on souhaite aussi se réaliser dans d'autres dimensions de la vie.
Et on veut davantage articuler vie professionnelle et vie personnelle, que ça soit familiale ou d'autres dimensions. Et du coup, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas porter nécessairement un jugement moral sur ces évolutions. En particulier, je ne pense pas qu'une bonne clé de lecture, ça soit de se dire qu'il y a une perte du sens de l'effort chez les jeunes générations. Quand on regarde ces enquêtes, les différentes enquêtes, ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, l'importance accordée au travail, les proportions sont assez semblables, les chiffres sont assez semblables d'une classe d'âge à une autre. Il y a des petits écarts, mais c'est petit. Ils sont d'ailleurs aussi assez semblables d'une catégorie professionnelle à une autre. Donc ce que je pense plutôt, c'est qu'une clé de lecture plus intéressante, c'est de mettre en regard ces évolutions de la perception subjective du travail avec la réalité objective du marché du travail. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le marché du travail dans les 30 dernières années? Bon, c'est un petit peu difficile à résumer en 1 minute 30, mais en gros, on peut au moins se dire 2 choses. La première, c'est qu'un chiffre qui me paraît important, c'est qu'au cours des 30 dernières années, pour les moins diplômés, les heures de travail se sont effondrées de 40%. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup plus de périodes de chômage, d'inactivité, de temps partiel subi, etc. Donc ça, c'est sur longue période, c'est-à-dire il y a eu une sorte d'embellie un peu du marché de l'emploi très récemment, mais quand même sur le temps long, par rapport à il y a longtemps, les trajectoires sont plus heurtées. Donc ça, c'est une première réalité. Une deuxième réalité, c'est que c'est parfois, en tout cas c'est la perception qu'il est plus difficile de s'élever socialement par une vie de travail et les rémunérations et les trajectoires professionnelles ascendantes sont perçues comme moins dynamiques que par le passé. Ça, c'est en partie lié à certaines évolutions technologiques, à la mondialisation, à des choix de politique économique, etc. Ça va au-delà du cadre de cette session, mais ce que je pense, c'est que la raison pour laquelle... Et donc tout ça induit une certaine frustration. Une frustration qui se voit dans les résultats électoraux. On voit bien que les actifs sont en colère, en fait, dans la plupart des pays. Et ça se traduit aussi dans l'importance accordée au travail. Ça amène nécessairement les gens qui ne sont pas nécessairement pleinement satisfaits de leur vie au travail à s'investir aussi dans d'autres dimensions. Et enfin, dernier point, je pense que ces évolutions ne sont pas uniquement à déplorer, parce qu'on peut aussi y voir le reflet de certains progrès sociaux. En particulier, je pense à l'évolution de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. C'est vrai que le travail était vraiment, en particulier si on se place sur longue période, un élément très très central de l'identité masculine. Et même si les femmes continuent d'assumer beaucoup plus de tâches domestiques et le travail non marchand, de soins aux enfants, aux personnes âgées que les hommes, il y a quand même, les hommes prennent davantage leur part à ces tâches, et donc ça peut amener certains à repositionner la place du travail dans leur vie s'ils s'investissent aussi dans d'autres dimensions de la vie. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt le reflet d'un progrès social. Bravo, parce que je crois que le temps a été bien respecté. Hein. Je parle sous le contrôle de notre timekeeper. Merci beaucoup. Jennifer Hunt, le défi pour vous aussi de tenir en moins de 5 minutes, s'il vous plaît. Je reprends le relais de la professeure Roulet. En ce qui concerne le lien entre les heures de travail et si on se réalise dans le travail. Mais je le ferai dans le contexte allemand que je connais mieux. Donc, au fil des décennies, en Allemagne, tout comme en France, les heures de travail ont beaucoup baissé, sauf du moins en Allemagne pour les femmes un peu plus âgées, qui travaillaient moins au départ. Et de plus, les heures de travail souhaitées dans les 20 dernières années baissent encore plus rapidement que les heures travaillées. Et ces heures souhaitées tiennent compte d'un changement de revenus en conséquence d'un changement d'heures de travail. Ce qu'on voit dans les données allemandes, c'est qu'il y a une forte baisse dans le temps de la valorisation de l'argent qui provient du travail. Alors, est-ce que ceci équivaut à une baisse de la réalisation des travailleurs dans le travail? À mon avis, non, mais vous pouvez avoir un autre avis. À mon avis, c'est plutôt, quand on parle de se réaliser, c'est pas simplement gagner beaucoup d'argent, il s'agit plutôt d'autres aspects du travail. Mais en ce qui concerne la valorisation de ces autres aspects, il y a beaucoup moins de changements dans le temps. Donc, il se peut que cette baisse des heures travaillées, notamment des heures de travail souhaitées, et un lien avec cette baisse de la valorisation de l'argent.
Alors pour en arriver là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le lien entre la satisfaction des travailleurs avec le travail et la satisfaction de la vie. Okay, donc les réponses sont sur des échelles. Et donc j'utilise ce lien comme mesure de combien les gens se réalisent dans le travail. Et mesurer ainsi, est-ce que je trouve que le travail est un élément clé dans la réalisation de soi-même? C'est plutôt comme, d'ailleurs avec d'autres données, l'a évoqué la professeure Roulet, c'est plutôt un élément parmi d'autres. Donc si l'on répond à la question de la satisfaction du travail avec 1 point de plus, en moyenne, on répond avec 0,3 points de plus pour la satisfaction de la vie. Donc il y a un taux de change de 0,3. Par contre, ceci est en partie parce qu'une partie du travail reflète l'appréciation de l'argent qu'on y gagne. Quand on tient compte de ça, en fait, le taux de change entre la satisfaction du travail et de la vie baisse à 0,2. Et qu'est-ce qui est plus important? La professeure Roulet l'a déjà dit, la famille, la santé, l'apparence du travail et du revenu personnel sont à peu près égales. Et ce qui est moins important, c'est la satisfaction du logement et des loisirs. Donc, et on dit ceci, le lien entre la satisfaction du travail, ou plutôt le niveau de la satisfaction du travail a augmenté ces 20 dernières années, mais de nouveau, c'est poussé par l'augmentation de la satisfaction avec le revenu personnel. Compte tenu de ça, la satisfaction du travail baisse un petit peu. Et en ce qui concerne le lien entre cette satisfaction travail-vie, le lien s'affaiblit, mais de nouveau presque entièrement parce que le lien entre satisfaction vie et satisfaction revenu personnel diminue. Donc la valorisation de l'argent baisse, la valorisation des autres aspects du travail ne baisse que très peu. Donc la baisse de la valorisation de l'argent peut bien être une explication de cette baisse des heures de travail et des heures souhaitées, tandis que la réalisation dans les autres aspects du travail semble moins important. Merci beaucoup. Johan Lindholm, c'est à vous. Oh, thank you. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, bien sûr. Comme le suggère le titre, oui, le travail est moins important aux yeux des gens aujourd'hui. Moi, je veux donner une vue un peu équilibrée, un peu plus équilibrée. Oui, bien sûr. Moins de personnes en France et en Suède disent que le travail est tellement important, mais cela ne veut pas dire que le travail est moins important. C'est selon la formulation de la question, on va avoir des réponses différentes. Par le passé, les hommes étaient les seuls à aller travailler. Et le travail avait un rôle plus central dans la société, mais avec l'évolution de la société, les réponses évoluent également. Aujourd'hui, plus de femmes travaillent. Les femmes peuvent, en moyen, accorder plus de valeur au temps passé avec la famille. Donc, les chiffres évoluent. Mais par la même occasion, l'homme commence à partager les tâches ménagères. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Si les gens mettent plus de valeur sur la famille, ça pourrait démontrer un progrès, une égalité, et non pas une perte d'éthique du travail. En 2024, il y a un sondage en Suède qui dit que 80% considèrent que leur travail est intéressant et stimulant.
Et 89% trouvent un sens à leur travail. Les femmes sont plus probables à des hommes à dire que le travail est censé, parce que plus souvent, les femmes travaillent en contact direct avec les autres individus. Parmi les jeunes travailleurs, un plus grand pourcentage disent que le travail n'est ni intéressant ni stimulant. Et la même chose s'applique à leur sens du travail. Et les jeunes sont plus probables à subir une blessure au travail. Pour ceux qui aiment le travail, il y a certaines questions dans les usines, par exemple, qui doivent être abordées pour garantir une vie durable au travail jusqu'à la retraite. Une charge de travail trop lourde qui résulte avec les gens qui travaillent quand ils sont malades et se batailler pour respecter les dates fatidiques, comme par exemple dans le secteur de la construction, peut mener vers des incidents et des accidents. Voilà certains des défis qui doivent être taclés rapidement. Une autre raison pour ce changement est que les emplois ne sont plus garantis. Les travailleurs peuvent être exploités et traités comme s'ils étaient des biens de consommation. Par le passé, les employés s'occupaient de leurs employés. Maintenant, les travailleurs sont précaires et les gens ne sélectionnent pas cette situation-là. En Suède, beaucoup souhaitent travailler en plein temps, en CDI. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en Suède, les gens n'arrivent pas à avoir un CDI. Et donc, il faut vraiment résoudre ce problème. La sécurité du travail, les bonnes conditions de travail ont un impact sur le ressenti au travail et sur la réaction des gens. La préoccupation principale et que les employeurs ne mettent pas suffisamment de valeur sur les employés. Les employeurs doivent s'assurer à ce que les conditions de travail soient justes et bonnes et que les conditions soient bonnes, que les employés peuvent se développer, s'épanouir et non pas être juste licenciés. Donc, le fait de donner des formations, c'est très important. Avec le changement dans le marché du travail, la société doit soutenir les travailleurs et évaluer les différentes tâches à faire grâce à des bonnes formations des écoles, le transport en commun et de l'aide lorsque quelqu'un perd son travail. La pension de retraite doit être garantie, bien sûr, et doit garantir une qualité de vie convenable. Si la société échoue et personne ne met de valeur sur votre travail, vous avez du mal à avoir de la fierté. Si votre salaire n'est pas suffisant pour régler vos factures, vous avez du mal à vous rendre compte que le travail vaut quelque chose, même à vos yeux. Les salaires n'ont pas augmenté et les systèmes ne s'occupent pas des travailleurs. Les travailleurs ne peuvent pas se permettre d'être malades, ne peuvent pas se payer une bonne école à leurs enfants. Si on n'assure pas un développement social juste pour ceux qui font le travail, on risque un danger de la popularisation et du populisme. Merci beaucoup. J'ai quelques mots davantage. Il nous faut une société où les travailleurs, la société où les gens ne peuvent pas se permettre d'être malades est terrible. Il faut éviter ces conséquences que nous témoignons aux États-Unis. C'est là où les travailleurs américains ont été abandonnés depuis des années. Thierry Derez, à vous. D'abord, je voudrais rassurer la salle. Franchir un stop quand on est à la tribune n'entraîne pas de retrait de points. Oui. Ensuite, je voudrais insister sur un point. Se réaliser au travail est un phénomène culturel. En effet, pour la plupart d'entre nous dans cette pièce, nous sommes des mammifères. Ça veut dire que nous avons le sang chaud. Ça veut dire aussi que nous entendons
en faire le moins possible. Vous connaissez sans doute tous les travaux de Marshall Salins sur le rythme de vie, l'organisation des sociétés primitives. Je synthétise, pour ne pas encourir un stop trop tôt. Nos ancêtres nomades, primitifs, peut-être, consacraient environ 3 à 4 heures par jour à la subsistance. Ça veut dire que si vous rajoutez 8 heures pour dormir, ils avaient 12 heures chaque jour devant eux pour faire ce que les mammifères préfèrent exécuter, c'est-à-dire rien. Si vous doutez de ces indications, je vous invite à observer dans les documentaires qui sont régulièrement diffusés une troupe de lions. Vous verrez comment le roi des mammifères avant nous consacre son temps à répartition entre ce qui est travail et ce qui est loisir, avec peut-être une accentuation pour les mâles par rapport aux femelles. C'est là que s'arrête la comparaison avec les humains. On est d'accord. Donc, se réaliser dans le travail, ça veut dire adhérer à une valeur qui est précisément le travail. C'est nécessairement un fait culturel. On nous a enseigné que le travail, en particulier le travail bien fait, était une valeur. Mais à partir du moment où on constate qu'il s'agit d'un phénomène culturel, et si on constate en même temps que l'entretien de cette culture n'est pas mené, puisque on va dire que depuis maintenant un bon nombre d'années, le travail n'est pas véritablement encensé, j'irais même pas dire jusque sacralisé, on a cette contradiction entre, d'un côté, ce qui est notre nature profonde de mammifère, et de l'autre côté, une culture dont on peut peut-être se demander si elle n'est pas en voie d'épuisement, même pour certains, si elle n'a pas complètement disparu. La génération qui a fait mai 68, qui aujourd'hui épargne à tour de bras, ceux qui écrivaient sous les pavés la plage, ceux qui écrivaient « il est interdit d'interdire », aujourd'hui sont nos meilleurs épargnants. Il y a un paradoxe, peut-être. Mais ça veut dire aussi que les valeurs d'une société sont capables de changer et qu'elles changent. La question qui aujourd'hui est posée, non pas à moi, mais à mes camarades intervenant sur cette estrade, c'est qu'est-ce qui a changé et comment on entend ou pas réhabiliter cette notion de pouvoir se réaliser dans le travail. Parce que, encore une fois, on se réalise en étant en harmonie avec ses valeurs. Si le travail n'est pas une valeur, n'est plus une valeur, n'a jamais été une valeur, à ce moment-là, on est en présence d'un leurre. Avons-nous, toute la société occidentale, vécu dans un leurre? On peut poser la question. Si le travail n'a été finalement qu'une lente exploitation et rien d'autre. Qu'est-ce qui a justifié le passage à une notion de valeur? Je pense que c'est une des questions qu'on doit se poser, parce que si l'on répond à cette question, pourquoi le travail est-il une valeur, on sera beaucoup plus proche d'apporter des réponses satisfaisantes, non pas simplement aux jeunes générations. Je suis très dubitatif sur le fait que le conflit oppose de façon radicale les jeunes générations et les générations plus anciennes. Je pense que l'appétit pour le travail, fondamentalement, est le même. Simplement, les modalités d'expression et les domaines d'attente sont devenus différents. Et pour comprendre ce que sont ces domaines d'attente, il faut interroger les racines culturelles du travail. Stop. Bah, bravo, merci beaucoup. Cédric Dufour. Absolument. Alors de mon côté, je veux commencer par faire un commentaire sur le libellé de la question. Qui se réalise encore dans le travail? La question sous-entend qu'on ne se réalise plus et qu'on se réalisait plus avant.
Je pense l'inverse. Je pense que de plus en plus de personnes se réalisent dans le travail dès lors que les conditions sont réunies. Et c'est à nous, dirigeants, de veiller à ce qu'elles le soient. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une aspiration importante, notamment des jeunes générations, de se réaliser dans le travail. Et ce n'était pas le cas, me semble-t-il, avant. Moi, j'ai commencé à travailler à 30 ans. On ne se posait pas la question de se réaliser au travail, d'être heureux au travail. On était content de travailler, on était content d'avoir un job avec un bon salaire, mais ces sujets de bonheur au travail n'étaient finalement pas tellement d'actualité. Entre-temps, sont arrivées la génération Y, la Gen Z, la fameuse Gen Z, avec sa quête de sens. Et aujourd'hui, le bonheur dans le travail est un élément fondamental. Une étude de Sciences Po indique que 61% des salariés en France aujourd'hui considèrent que le bonheur au travail est plus important que le salaire. Donc c'est un élément nouveau, une aspiration des gens qui travaillent dans nos sociétés. Et donc on a la nécessité d'y répondre. Ça doit être aujourd'hui, peut-être pas une priorité, mais au moins un élément fondamental à prendre en compte de la part des dirigeants. Et ça tombe bien parce que les salariés heureux sont des salariés plus efficaces, plus performants. On sait le coût du désengagement. On se rappelle aux États-Unis la grande démission en 2021 où près de 50 millions de salariés ont quitté leur job, lassés par leur quotidien. Et à l'inverse, une étude MIT Harvard dit qu'un collaborateur heureux est un collaborateur 31% plus productif et 55% plus créatif que les autres. Donc il y a une vraie vertu pour les entreprises d'avoir des travailleurs heureux qui se réalisent dans le travail. Après, évidemment, ça ne vient pas tout seul. On ne décrète pas que ces collaborateurs sont heureux. Encore faut-il activer un certain nombre de leviers pour que cela fonctionne. J'en ai 4 en tête. Le premier, pour trouver du sens dans son travail, encore faut-il que la société ait du sens, que la société ne sonne pas creux et qu'elle ait un certain nombre de valeurs. Je vous donne l'exemple de la société Rakuten que j'ai la chance de diriger. Rakuten, c'est du e-commerce, c'est une plateforme de e-commerce. On pourrait faire juste du e-commerce et on fait plus que ça. On est animé par un certain nombre de convictions, l'importance du pouvoir d'achat, raison pour laquelle on a mis en place un programme de cashback très généreux qui s'appelle le Club Air. On est convaincu aussi de la nécessité de travailler sur une économie circulaire, d'où la présence sur notre site de produits neufs et de produits d'occasion. On est soucieux de la digitalisation de nos marchands. C'est la raison pour laquelle on n'est que marketplace et on ne les concurrence pas avec des produits. Et toutes ces valeurs-là, toutes ces convictions, on les partage. Elles sont affichées sur les murs dans nos bureaux. Elles résonnent avec les valeurs du groupe Rakuten. Rakuten, c'est un groupe japonais. Dans les groupes japonais, il y a une très forte importance de ce qu'on appelle les shugi, qui sont les valeurs, les grands principes. Et donc on donne du sens à ce qu'on fait. Et c'est assez important pour l'attractivité qu'on a vis-à-vis des candidats que l'on recrute, et également pour la rétention. Donc le levier numéro 1, c'est donner du sens. Il faut que la société en elle-même ait du sens. Le levier numéro 2, c'est l'autonomie que l'on confie à nos collaborateurs. Quand on recrute des gens, on recrute des personnes pour leur intelligence, pour leur personnalité, pour leur background. C'est donc important de les laisser s'exprimer et de laisser ces qualités s'exprimer. Donc c'est fondamental, me semble-t-il, pour que les gens se réalisent, de leur laisser cette marge de manœuvre. Le troisième levier, quel est mon troisième levier ? Et il y a 1 minute pour trouver le troisième levier. Alors je vais passer au 4e levier tout de suite. Le 3e levier, c'est le salaire. Qui est, ouais, mais moins que le... je vous souffle. Non, le 4e levier, c'est la créativité. La créativité, c'est pas forcément un levier évident, justement. On se dit, finalement, et mettre en valeur la créativité et surtout l'encourager, c'est aujourd'hui quelque chose qui est apprécié des collaborateurs, qui est reconnu, et à l'ère de l'IA où finalement de plus en plus de tâches sont automatisées, c'est un élément important de fidélisation de nos collaborateurs. Donc oui, on se réalise de plus en plus au travail parce que c'est intéressant pour les collaborateurs, mais ça sert également les intérêts de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup. Alors, on termine ce premier tour de table avec Loïc Soubéran, donc, qui est fondateur et PDG de Swile. Je n'ai pas dit tout à l'heure ce qu'était Swile, c'est peut-être l'occasion de le préciser.
Ce sont des titres restaurants, entre autres. Oui, notre métier, c'est d'unifier l'expérience de paiement des collaborateurs. Donc, vous allez retrouver sur une seule carte et une application vos titres restaurants, vos titres cadeaux, vos vacances, votre mobilité. Vous allez gérer vos frais pro et vos voyages d'affaires. Bon. Ça, c'est le pitch en 10 secondes. Et Smile, ça veut dire Smile at Work. C'est le M de Smile retourné en W de Work. Pour les équipes marketing essayent de faire bien les choses. Je commencerai peut-être mon propos préliminaire. 5 minutes, comme les autres. En disant qu'on est une belle bande de chanceux dans cette salle. Puisque vous avez ouvert la session en demandant qui se réalisait au travail. Franchement, la quasi-totalité de la salle a levé la main. Les panélistes aussi. Et ma conviction profonde, c'est qu'on est très chanceux parce qu'on est une sorte d'îlot au milieu d'un énorme océan de personnes qui, eux, ne se réalisent absolument pas du tout au travail. Donc on peut s'en féliciter, c'est chouette qu'on se réalise tous au travail, on va fêter ça. Et la deuxième chose pour laquelle on est très chanceux, c'est qu'on a d'habitude on a des panels qui sont tout le temps d'accord entre eux. Et là j'ai entendu quand même plein de voix dissonantes et je suis certain qu'on pourra avoir un super débat juste après. Quoi. Plaisir. Qu'est-ce que la réalisation de soi questionne finalement? Elle ne questionne pas l'engagement. Elle ne questionne pas l'engagement. On parle beaucoup d'engagement au travail, mais on peut très bien être engagé au travail et pour autant pas du tout se réaliser. On peut très bien aimer son boulot et pas du tout se réaliser pour autant. Donc la notion même de réalisation, c'est fondamentalement devenir pleinement ce que nous sommes. Donc ce que nous sommes, ça va chercher la raison d'être. Et le devenir ce que nous sommes, c'est justement la réalisation de soi, c'est le chemin vers cette raison d'être. La réalisation de soi. Donc comment est-ce que je vais devenir pleinement qui je suis? Et donc, ce chemin-là, par définition, il est rare. Il suffit de regarder la fameuse pyramide de Maslow, tout le monde la connaît au moins de nom et certains la maîtrisent plus profondément. Mais vous savez, la réalisation de soi, c'est la dernière strate du haut de cette pyramide. Donc s'il y a une pyramide, c'est bien qu'en fait déjà, socialement parlant, ceux qui ont la chance d'arriver à la dernière strate de la pyramide, ils sont par essence rares. Par essence rares. Et pour me réaliser, il faut d'abord que je fasse ce que j'aime faire, que je sois doué pour le faire, et que ça anime un sens profond en moi, en plus. On ne parle pas d'une forme de réussite extérieure, avec un statut, ou une forme de richesse, ou je ne sais quoi, un truc assez... Non, on parle d'une réussite intérieure, au plus profond de moi. Donc ça, c'est déjà difficile, c'est difficile à atteindre. Mais vous imaginez, si ça, en plus de ça, ce chemin, il faut le faire passer par le travail. À quel point, finalement, ce Mont Blanc se transforme en Everest en 2 secondes. Quoi, hein. Pourquoi? Parce que le faire passer par le travail, ça veut dire qu'il faut que je trouve quelque chose que j'aime faire, pour lequel je suis doué, qui a un sens hyper profond en moi, et en plus pour lequel je suis payé pour. Wow. Donc déjà que le haut de la pyramide de Maslow, il était assez pointu. Là, il est encore plus pointu. Dès l'instant, on essaye de faire passer ce chemin. C'est un peu la face nord de l'Everest. Vous savez, il y a différentes faces. Là, c'est carrément la face nord de l'Everest et sans oxygène. Mais admettons, on trouve ce fameux alpiniste qui arrive à gravir la face nord de l'Everest par la face sans oxygène, pardon. Et bien, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un petit copain qui le pousse dans le vide. Parce qu'en fait, quand vous le trouvez par la voie du travail, même si vous avez toutes ces conditions qui sont réunies, votre environnement de travail peut vous sortir complètement de ce chemin. Et on le voit bien avec les métiers à vocation. Vous savez, les infirmières, par exemple, les gens dans la santé, ou le corps professoral, etc. Nous sommes sur des métiers vocation. Donc on se dit, j'aime mon métier, je suis a priori doué pour le faire, ça anime un sens profond en moi, quelle que soit la raison, mais ça anime un sens profond en moi. Et pour autant, je subis soit un management hyper toxique, soit je subis, je suis bienvenu au monde de l'absurdie, pour reprendre des propos qui ne sont pas les miens, où je subis une bureaucratie
absolument totale, et on voit justement des gens, pour autant avec une vocation terrible, sortir de ce chemin de la réalisation vers soi à cause du monde du travail. Donc je terminerai, parce qu'il y a un stop, par une phrase. La réalisation de soi par le travail ou au travail, effectivement j'y crois, mais je pense que c'est réservé à une toute petite partie de la population, et notamment celle qui a le contrôle sur sa vie personnelle. Et c'est pour ça que très souvent, ceux qui lèvent la main, c'est soit des entrepreneurs, soit des solopreneurs justement, ou soit ceux qui ne subissent pas finalement un environnement qui les entoure et qui pourrait les faire chuter de l'Everest. Merci, et merci d'avoir respecté le timing aussi. Et puisque vous êtes celui qui assume de ne pas être d'accord avec les autres, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans les autres interventions, ou la parole avec laquelle vous êtes le moins d'accord? Alors, c'est peut-être un peu mon... Alors c'est dur pour moi, vous savez comment je m'expose, hein, parce que... Ben oui, mais vous... C'est des clients heureux, on en parlait en plus. C'était... non, c'était simplement questionner la différence entre c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je questionne la différence entre l'engagement et la réalisation. Oui, et voilà. Donc, pour vous, l'engagement, c'est quoi, et la réalisation, c'est quoi? L'engagement, je peux aimer faire ce que je fais, je peux aimer mes collaborateurs, je suis bien avec eux, j'ai pas de problème de toxicité managériale, tout ce que je peux même avoir un sentiment d'impact dans ce que je fais, et pour autant, pas animer un besoin profond en moi d'alignement. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas grave parce qu'on peut se réaliser ailleurs. Exactement, et c'est pas un problème. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, ou il y a vraiment des gens pas d'accord? Oui, non. Sinon, je passe à la question suivante. En creux, j'ai l'impression qu'on a un peu brassé les différents éléments de l'engagement et de la réalisation, mais en vous entendant, ou surtout en ne vous entendant pas parler de la différence entre ceux qui gagnent bien leur vie et ceux qui la gagnent difficilement, peut-être qu'on ne répond pas à la question. C'est plus facile de se réaliser quand on a un certain niveau de salaire, et donc on peut choisir en quelque sorte. Oui, non? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi là-dessus? Oui, alors, non. Alexandra, bien près du micro, je crois qu'il est ouvert. Non, c'est juste pour dire que dans les enquêtes que je citais tout à l'heure, un fait assez marquant, c'est que les différences entre catégories professionnelles ne sont pas aussi marquées qu'on pourrait le supposer. Alors ça veut pas, donc par exemple notamment cette enquête IFOP de 2022 qui demande aux gens si le travail est très important pour eux dans leur vie. C'est très important pour, je crois de mémoire, 18% des ouvriers, des employés, et très important pour 25% des cadres. Donc ok, il y a une différence, mais elle n'est pas énorme. Ça ne veut pas dire que les raisons derrière ces similitudes de proportions sont nécessairement les mêmes. Encore une fois, je pense que la réalité du marché du travail est beaucoup plus difficile pour les catégories moins qualifiées, et donc ça peut expliquer qu'ils s'investissent dans d'autres dimensions, tandis que pour les cadres, je pense que c'est plutôt... c'est des mécanismes un peu différents. Le fait qu'on est toujours connecté, qui peut donner... Enfin, voilà, les phénomènes de burn-out, etc., qui peuvent aussi induire les cadres à vouloir se réaliser dans d'autres dimensions de la vie, donc ce n'est pas forcément les mêmes facteurs, mais en revanche, il n'y a pas des écarts dans les chiffres aussi massifs qu'on pourrait le croire. Oui, mais on peut questionner la question de l'emploi choisi et de l'emploi subi, hein, quand même, y compris sur la durée du travail. Oui, Thierry, allez-y. Oui. Effectivement, ça marche plus, ouais. Le salaire est un élément, mais évidemment pas le seul. Chez Rakuten, on suit tous les ans, il y a une enquête auprès des collaborateurs pour suivre le niveau d'engagement, de satisfaction, de réalisation, mais pas forcément exactement parce que c'est un peu différent, et on travaille pour l'améliorer. Et on se rend compte que quand on met en place un certain nombre d'actions, on a un engagement qui s'améliore, on a une satisfaction qui augmente, alors même que les salaires ne bougent pas. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres leviers qui peuvent être mis en place indépendamment du salaire. Thierry Derez, vous voulez dire quelque chose? Oui, simplement la relation au salaire est aussi très très différente d'un pays à l'autre. Selon que vous êtes en France ou par exemple dans les pays anglo-saxons, le discours allant même jusqu'au secret. Le salaire en France est plutôt un secret protégé, sauf pour les dirigeants. Mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas
mettre sur la table. Aux États-Unis, la première chose que vous pouvez savoir de quelqu'un que vous rencontrez, c'est combien il gagne. Donc on a aussi, par rapport à cette réalisation, je suis d'accord avec le fait que le salaire est extrêmement important. Je suis d'accord aussi, parce que mon rôle c'est d'être œcuménique, je suis assureur, sur le fait que réalisation n'est pas nécessairement corrélée avec l'activité, mais retenons quand même cette hypocrisie française sur le salaire. Ok. Parce qu'on est à Aix-en-Provence, on est encore en France. Je pense qu'en France, on n'est pas loin d'être mûr pour avoir, comme la température ressentie, le salaire ressenti. Et vous voyez, là, on est bien. On est au frais. Quel est le ressenti de chacun sur la température? On va dire que, grâce aux efforts qui ont été faits, le ressenti globalement est plutôt élevé. Mais mettons qu'on baisse de 4-5 degrés. 4-5 degrés de moins, le ressenti va devenir beaucoup plus varié de l'un à l'autre. Il en va un peu de même pour le salaire en France. Donc, je livre aux économistes la possibilité de faire des travaux sur le salaire ressenti. Mais ça intéresse aussi les syndicalistes. Oui. N'est-ce pas, madame? J'ai fait le tour de la table, oui, je suis content. Et votre voisin de droite, Johan Lindell, voulait dire quelque chose là-dessus. Je crois qu'on rate un point ici. C'est les injustices dans la société. Moi, je parle des ouvriers, il y a la vie des cadres, et nous n'avons pas du tout les mêmes opportunités dans les deux cas aujourd'hui, je pense. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que si une partie de la société va dans une direction et les employés, les ouvriers dans une autre, vous avez les politiciens qui vont le condamner, l'établissement, toutes les règles qui valent. Moi, je sais que, par exemple, de mon côté, je mets ça de côté. Et c'est un vrai problème de société en Suède parce qu'ils ont leurs propres solutions. Donc, je peux m'arrêter là. Si Jennifer ne veut pas rajouter un point précis, on va pouvoir passer aux questions de la salle, si vous êtes d'accord. Et donc, je vous donne la parole et je vois quelqu'un qui m'a l'air un peu plus jeune que la moyenne de notre plateau. Et donc, alors je vais vous demander, de vous présenter et de formuler une question courte, s'il vous plaît. Du coup, moi, c'est... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. On m'entend? Oui, là, on vous entend. Gabriel, 22 ans, étudiant en économie. Et moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit, Alexandra. Déjà, merci, c'était très intéressant ce débat. Mais ce que vous avez dit sur l'importance du travail. Vous avez dit que les ouvriers et les catégories supérieures avaient relativement une importance proche du travail, mais ça ne veut pas dire qu'ils se réalisent pareil au travail. Par exemple, un ouvrier, les ouvriers, on peut penser qu'ils ont, on va dire, une valeur travail très importante, mais qu'ils ne peuvent pas la satisfaire. Qu'en pensez-vous? Et est-ce que ça veut dire que malgré l'étude, il peut y avoir des différences sociologiques pour la réalisation au travail? Merci. Alors, oui, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de différence, bien sûr, entre les ouvriers, les cadres, etc. Après, sur la question de se réaliser au travail, je continue quand même de penser qu'un ouvrier, un employé peut se réaliser au travail au sens avoir la satisfaction du travail bien fait, etc. Ce qui a changé, c'est que la réalité du marché du travail pour les moins diplômés devient de plus en plus difficile parce que à la fois le progrès technologique, à la fois la mondialisation, etc., fait que la demande de travail s'est un peu modifiée. Il y a aussi potentiellement des comportements d'offres de travail, mais donc il y a une réalité qui peut être moins bien vécue, une fragmentation du travail, différents types de contrats, etc. Donc ça peut être plus difficile. Mais après, sur la question de du plaisir qu'on peut trouver à bien faire son travail, je pense qu'il n'y a pas forcément enfin, il peut y avoir des différences entre les groupes, mais ce n'est pas une fatalité en soi. Très bien. Si une autre question dans la salle se présente, madame, bien sûr. Donc je vous demanderai de vous mettre bien près du micro, de vous présenter
et brièvement, et de poser une question courte, s'il vous plaît. Priscilla Courned, économiste. J'avais une question, de savoir quelle est la part que vous attribuez à l'exercice de la volonté individuelle dans la réalisation de soi, dans sa vie en général, et dans le travail en particulier. Effectivement. Alors, une question intéressante. Qui se sent de répondre? Thierry Derez? Vous savez, une des grandes énigmes de la philosophie, c'est que le concept de volonté n'existait pas chez les Grecs. Ils ont inventé tellement de choses qu'on pense qu'ils ont tout inventé. Et pourtant, cette notion de volonté est une notion qui n'était pas mise en avant du tout dans la philosophie grecque. Pourquoi est-ce que j'évoque ça par rapport à votre question? Parce que la volonté, notre volonté, je pense qu'il faut qu'on l'admette, elle est façonnée par notre environnement. Nous sommes un être politique, un être social. Ce que nous voulons, c'est pour une très très grande part ce que nous avons appris à vouloir, ou ce que nous ne voulons pas parce qu'on a voulu nous apprendre qu'il fallait le vouloir. Mais entre ces deux pôles, vous restez quand même dans le champ de la culture. Et donc, c'est pourquoi tout à l'heure j'évoquais que se réaliser au travail est avant tout une dimension culturelle. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ce temps-là, mais moi je peux le dire. Il fut un temps où la Terre produisait toute seule les ressources dont l'homme avait besoin. Un jour, l'un ou l'une, je ne sais plus, d'entre nous, a fait une bêtise. On s'est fait chasser et on a gagné notre pain à la sueur de notre front. Vous voyez bien qu'à certains moments dans la civilisation, le travail, non seulement n'est pas un vecteur de réalisation, mais une punition. Donc selon que vous êtes dans une culture qui considère, comme on l'a fait récemment, on va dire depuis, en gros, la fin du Moyen-Âge, que le travail est une offrande à Dieu, et qu'en tant que telle, elle valorise l'être humain, et qu'elle permet sa réalisation dans un but supérieur, vous avez un ordre de civilisation et de relation au travail. Mais si vous êtes dans une situation où cette notion d'offrande à un être supérieur, à une société, à une collectivité, tout ce que vous voulez, a disparu, il est beaucoup plus difficile de faire du travail une valeur parce que ça devient aussi beaucoup plus abstrait. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question malgré la chaleur? Oui, monsieur, vous avez levé la main, c'est vous, oui. Alors on vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors parlez bien près du micro. Oui. Alors, Lénie, 22 ans, étudiant en médecine. Merci beaucoup d'être venu ici. J'ai une question. Est-ce que des syndicats séparés du patronat, sont-ils des syndicats forts, sont-ils nécessaires pour arracher certains avantages et permettre un meilleur épanouissement aux travailleurs? Voilà ma question. Merci pour votre question. Alors, est-ce que... Alors, on limite la question à la France dans un premier temps, puis on élargira, puisqu'on a aussi la chance d'avoir un Suédois et une Américaine. Alors, oui, peut-être, oui, on va donner la parole à une Américaine qui a un regard croisé. Les syndicats en France sont-ils assez forts pour arracher des... C'était pas tout à fait la question. C'est comme ça que je l'ai compris. Premièrement, les syndicats en France sont très bizarres parce qu'ils n'ont pas d'adhérents. Il n'y a pas de membres des syndicats. Et ça, c'est unique dans les pays que je connaisse. Mais donc, c'est difficile j'allais parler des pays où les syndicats sont en déclin. C'est difficile à dire en France. Personne presque n'est membre d'un syndicat, mais les syndicats sont très puissants. Mais dans les pays où les syndicats peuvent effectivement, d'une manière simple, s'affaiblir, notamment par exemple les États-Unis, on trouve effectivement que l'inégalité a beaucoup augmenté. Et donc, la question, c'est... Le seul doute, c'est la direction de la causalité. Est-ce que, par exemple, c'est possible... L'explication simple, c'est que les entreprises ont appris comment affaiblir les syndicats.
c'est ça qui a augmenté l'inégalité, mais il y a une petite possibilité quand même que ce soit d'autres forces, par exemple la mondialisation, augmentation de la compétition par l'intermédiaire d'une augmentation du commerce international, que c'est en fait ça qui a affaibli les syndicats, parce qu'eux, ils bénéficiaient d'un manque de concurrence en prenant ça pour les travailleurs, et que maintenant il n'y a plus ces profits, ces rentes comme on dit, comme avant, et c'est ça qui affaiblit les syndicats, et non pas et donc l'inégalité serait accrue à cause de, par exemple, l'augmentation du commerce international, et donc la causalité est plutôt dans le sens inverse. Mais je dirais que probablement quand même les syndicats sont une force pour l'égalité. Johan Lennon, you want? Sorry, you hear me? Bien sûr, la solidarité, c'est le futur, évidemment. Ce n'est pas ringard. On en fait beaucoup en Suède. Moi, je fais beaucoup avec les autres pays de l'Union européenne comme la France, et je crois que ça, c'est la réponse tout à fait pour les ouvriers sur le terrain, pour que ce soit une société moins injuste, en tout cas, ou qu'il y ait plus de justice, comme vous voulez le voir. Je pense qu'on a le temps encore pour une question, monsieur. Alors, oui, si... Et puis j'ai vu Madame aussi. Alors on va prendre deux questions. Hein. Si on a, allez-y, posez votre question. Donc Yannick, Université de Montpellier. J'ai une question par rapport à la définition qu'on fait du travail dans la table ronde, puisqu'en fait on parle du travail salarié. Et moi je me réfère aussi à Ivan Illich et à André Gors, qui parle de travail fantôme, qui est donc tout le travail qui est en dehors de la sphère salariée. Et quand on parle du sens du travail, est-ce que finalement, et notamment les jeunes générations, ce qui réinterroge, c'est pas ce rapport entre le travail salarié et le travail fantôme, plutôt que le travail en général? Et alors, effectivement, question très intéressante qu'on n'a pas abordée. Et pour que vous ne soyez pas totalement frustrée, Madame, je vais vous proposer de poser votre question, et puis on va voir dans quel ordre on répond. Sachant qu'il nous reste combien de minutes, monsieur? 3 minutes, ok. Oui, bonjour, je me pose la question des plus de 50 ans. Oui. Parce que en accompagnant des gens en recherche d'emploi, 45 ans, des fois 50 ans, ça devient difficile, et qu'ils puissent se réaliser dans leur travail, parce que certaines fois, ils n'ont plus qu'à prendre quelque chose qui les déclasse et qui réduit énormément leur salaire. Alors, quelle place faites-vous dans vos entreprises? C'est pareil pour les handicapés. Alors, la question est vaste et mériterait un débat entier. Est-ce que quelqu'un se sent de répondre à une ou l'autre de ces questions, donc à savoir le travail en dehors de la société, en dehors de l'entreprise, et puis finalement des travailleurs qui sont poussés en dehors du monde du travail, finalement, malgré eux. Moi, je vais répondre à Madame, peut-être pour commencer. Vous posez la question des plus de 50 ans ou des travailleurs handicapés, etc. Plus de batterie, si, c'est bon. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche à se réaliser au travail? Parce qu'effectivement, vous le dites, regardez, à un moment donné, on doit continuer à être dans le circuit du travail pour subvenir à nos besoins, mais je crois fondamentalement, comme je reprends l'image de la pyramide, faire croire que le monde du travail peut être utilisé de manière massive pour aller chercher une réalisation de soi, c'est un leurre, pour reprendre le terme que j'ai entendu tout à l'heure, voire un énorme mensonge. Et donc il faut déjà qu'on change complètement de paradigme. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, toutes choses égales par ailleurs, il y a un vrai sujet d'intérêt des travailleurs de plus de 50 ans, etc., pour continuer à être engagés dans leur travail et trouver un travail qui leur plaît. Et ça, c'est complètement différent de la réalisation. Alors, il nous reste combien de temps? Je ne vois pas le timing. Ah, c'est terminé? Bon,
Une minute? Une minute, 40 secondes. Alors, en quelques secondes, est-ce que quelqu'un veut pousser son cri de conclusion? Oui. Très court. Je vais juste terminer par dire qu'on ne peut pas dire aux chômeurs qui, par définition, aimeraient être travailleurs, qu'ils devraient se changer d'idée, ne plus valoriser ni le travail, ni le revenu qu'ils ont perdu. Tout le monde a pu dire ce qu'il avait à dire. Un grand merci à vous tous et merci à vous aussi d'avoir été là. Merci beaucoup.